Alors, il me fait très plaisir d'accueillir une collègue, la professeure Amélie Perron, qui est donc professeure agrégée à l'École des sciences infirmières, aussi directrice adjointe des programmes de premier cycle. La professeure Perron est membre de la chaire de recherche universitaire en soins infirmiers médico-légaux. Elle a un doctorat en sciences infirmières de l'Université d'Ottawa et un post-doctorat de l'Université de Sydney en Australie. C'est une experte des soins psychiatriques et des soins psycholégaux. Elle a travaillé sur le Canada, la France, mais également l'Australie. Elle est auteure d'un livre qui vient tout juste de paraître chez Routledge en 2015 qui s'intitule On the Politics of Ignorance in Nursing and Healthcare. Et elle est aussi éditrice de la revue Aporia, qui est une revue dont le siège est ici à l'Université d'Ottawa en sciences infirmières, mais qui est une revue aussi multidisciplinaire. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et voilà, je lui cède la parole. Merci beaucoup, Marie-Ève. C'est ça, comme Marie-Ève l'a précisé, je suis infirmière de formation. Je ne suis plus en pratique clinique présentement, mais je ne cesse pas d'être infirmière pour autant. Ma pratique clinique, c'est située en psychiatrie, évidemment, en psychiatrie communautaire, intervention de crise, counseling. J'ai travaillé beaucoup avec des populations marginalisées, des populations qui ont été en contact à un moment donné ou un autre avec le système judiciaire. Et puis, à cause de cette exposition-là que j'ai eue, à cause de mon travail clinique, j'ai commencé à me poser énormément de questions sur la prise en charge de certaines personnes jugées comme étant problématiques sur le plan social, mais aussi sur le rôle infirmier, le rôle qui est attribué ou qui est imposé parfois au personnel infirmier dans le cadre de ses fonctions soignantes. Et de là, je me suis intéressée tout particulièrement au système carcéral, aux soins donnés dans les prisons, la prise en charge des détenus, des délinquants, des prévenus. Et de là, mes intérêts là, se sont élargis. Donc, je m'intéresse à d'autres questions comme la peine capitale, par exemple, et ce genre et encore une fois, toujours avec un regard sur le rôle infirmier dans ce type de situation-là. Le personnel infirmier la profession infirmière va souvent être perçue comme une profession habituellement qui est très bien perçue par le public. Dans les indices de confiance, le personnel infirmier se situe habituellement dans le top 2 ou 3. Donc, on est bien coté sur le plan de la confiance du public. Puis je pense que c'est correct. Là. Je ne pense pas que c'est une confiance qui est mal placée. Le problème, c'est que le personnel infirmier, en fait, est très facile à instrumentaliser dans des pratiques qui peuvent être abusives. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Le personnel infirmier a un mandat altruiste, un mandat social qui est très, très bien articulé. Puis je pense que c'est de là aussi que dérive la confiance qu'on nous porte. On a un degré élevé d'imputabilité envers le public. Et c'est ça, en fait, qui nous place dans un très bon œil de la part du public. On a des repères déontologiques et des repères légaux, évidemment, qui existent, qui vont viser à assurer la qualité puis la sécurité des interventions. Mais ces repères-là ne sont pas une finalité en soi. Ce sont pas des balises qui sont sûres à 100%. Et c'est de là que mes intérêts émergent, parce que ces balises-là, pour moi, méritent un examen qui est beaucoup plus attentif, qui est beaucoup plus critique aussi, parce que dans certains contextes, c'est exactement ces balises-là qui peuvent mener à des pratiques qui sont très controversées, des balises qui sont des pratiques qui sont abusives et qui sont contraires aux normes qui vont être émises par les autres professionnels auxquels le personnel infirmier, puis d'autres professionnels de la santé, évidemment, mais le personnel infirmier en particulier, vont être soumis. Donc, c'est particulièrement le cas dans des contextes où des professionnels de la santé, comme les infirmières, vont avoir des allégeances que j'appelle doubles. Leslie London définissait la double allégeance comme un phénomène en vertu duquel un professionnel de la santé a des obligations simultanées, tant implicites qu'explicites, envers une troisième partie, dont les conséquences peuvent mener à des préjudices envers un patient ou une communauté de patients. Cette définition-là est pratique dans la mesure où elle est suffisamment large, mais elle est problématique parce que, justement, elle est un peu trop large. Donc, on peut toujours être considéré dans un contexte de double allégeance et on peut toujours être considéré comme étant redevable à des parties diverses. London poursuit en disant que les obligations
auxquelles sont soumises des professionnels de la santé vont découler d'une part du contrat entre le professionnel et son employeur et d'autre part de son identité professionnelle qui énonce un certain nombre d'obligations envers des récipiendaires de ces soins. Donc, en ce sens, tout professionnel de la santé peut être considéré comme se trouvant en situation d'allégeance double. Et c'est pour ça que le International Dual Loyalty Working Group, qui avait collaboré sur cette question avec Physicians for Human Rights, soulignait que les doubles allégeances sont particulièrement problématiques dans des contextes où le professionnel est redevable à une agence étatique en plus des récipiendaires de soins. Et la question de l'agence étatique était un élément clé de la conception du groupe de travail au regard de la double allégeance. Et le groupe mettait en lumière la mesure dans laquelle le fait de promouvoir des intérêts étatiques peut mener à la violation des droits d'une personne. Et il citait diverses institutions fermées et largement reconnues comme étant peu transparentes, comme des institutions correctionnelles, des institutions psychiatriques et des institutions militaires. Donc, des institutions qui ont des attentes d'allégeance très élevées envers les professionnels de la santé qu'elles emploient, même en contexte de violation des droits des personnes qui sont confinées dans ces institutions et qui sont soumises à leurs pratiques. Donc, moi, dans cette présentation, je m'intéresse aux pratiques infirmières et soignantes en général, mais je m'intéresse particulièrement au contexte infirmier, dans 3 contextes en particulier. C'est les contextes que je connais un peu mieux. Ça n'exclut pas que ce dont je vais parler va être applicable à d'autres contextes, bien entendu, mais moi, c'est ceux qui m'intéressent dans le cadre de mes travaux. Donc, premier contexte, lors de la provision de soins psychiatriques correctionnels et notamment au regard de l'utilisation d'agents chimiques dans la prise en charge de détenus, en soutien au processus de la peine capitale, et en contexte de gavage de certains détenus de la prison militaire de Guantanamo, qui est encore ouverte à ce jour, qui n'a pas encore été fermée. Donc, en me concentrant sur ces milieux, comme je dis, j'ignore pas le fait que des pratiques abusives peuvent prendre place et peuvent répondre à des mêmes mécanismes politiques ailleurs, mais moi, ces contextes-là, un peu plus extrêmes, permettent de mettre en évidence justement des mécanismes qui, autrement, dans des milieux civils, passent largement inaperçus quand on regarde les écrits infirmiers, apparemment. Les écrits infirmiers n'ont pas tendance à être très, très politiques. Donc, en posant le regard sur des contextes un peu plus extrêmes, c'est là que, pour moi, en tout cas dans mon expérience, c'est plus facile de faire des liens puis d'extrapoler ces analyses-là à des contextes plus communs. Ce qui m'intéresse dans ces contextes-là, qui sont encore une fois peu transparents, c'est la manière dont des protections légales et éthiques peuvent précisément requérir une présence infirmière dans l'accomplissement de pratiques qui vont clairement à l'encontre des normes professionnelles et déontologiques infirmières. Et c'est aussi le fait que de telles pratiques peuvent prendre place notamment en raison du statut marginal des personnes qui sont soumises à ces pratiques, du fait de la mobilisation de discours axés sur la santé, la thérapie et la protection à des fins contraires. En 2007, en Floride, il y avait un témoin expert en médecine qui comparaissait devant the Governor's Commission on the Administration of Lethal Drugs. Ce témoin expert affirmait que, je vais le dire en anglais parce que c'était quand même assez poignant mot pour mot, once the inmate is placed in the death chamber, there's nothing medical about the event. From this point onward, it is not a medical procedure. No medical argument or debate is possible comparing executions with what is done in clinical settings. Dans son rapport final, la Commission déclarait que même si une exécution par injection létale ne constituait pas un acte médical en soi, la procédure requérait quand même la participation de personnel médical, du personnel qualifié, afin de garantir une exécution légale et humaine. À première vue, ces propos suggèrent une dislocation discursive entre des interventions soignantes, cliniques, médicales, et les personnes qui accomplissent ces actes. Une scission faisant en sorte que les personnes posant ces interventions n'ont pas de pertinence en dehors de leur qualification à poser ces actes, en dehors de la technicité des actes. En soulignant le caractère éthique et humain d'une telle participation, comme la Commission fait dans son rapport final, la Commission propose que des professionnels de la santé assistent à des procédures qui ne présentent aucune finalité clinique au sens traditionnel. Dans des contextes controversés, comme les soins psychiatriques correctionnels, les exécutions capitales, le gavage de détenus grévistes de la faim, comme ça s'est largement fait et continue de se faire à Guantanamo, la présence, le but et les activités des professionnels de la santé sont souvent sujets de controverses, car leur fonction se situe à la marge de pratiques éthiques et légales courantes.
Il est attendu que les infirmières et les infirmiers qui travaillent dans ces contextes vont prodiguer des soins, mais la définition de soins, dans ce cas-ci, devient sujette à une forte manipulation sémantique qui détourne l'attention des enjeux éthiques et légaux au cœur de ces pratiques et de la manière dont la double allégeance du personnel en question fournit un terrain fertile à des pratiques contestables. Les soins infirmiers dans ces contextes prennent des formes particulières. Donc déjà ça, il y a une petite mise en contexte qui est nécessaire. Par exemple, si on regarde la question là, des soins psychiatriques en milieu correctionnel, on s'entend habituellement pour dire qu'il y a une forte tendance à la psychiatrisation des détenus actuellement au Canada, en Amérique du Nord, puis en fait, je dirais même jusqu'à l'échelle mondiale. C'est une tendance grandissante à travers laquelle des comportements jugés perturbateurs, dérangeants, dommageables, potentiellement violents, comme le fait de crier, de frapper des portes, agresser quelqu'un, briser des objets, refuser d'obtempérer, par exemple, sont gérés par l'application de mesures correctionnelles, mais aussi par l'administration presque systématique d'agents sédatifs, comme des antipsychotiques. Le Seroquel et l'Aldol, par exemple, sont des cas classiques. Ou bien l'administration de benzodiazépines, Ativan étant le médicament de choix à cette fin. Les médicaments psychotropes sont communément utilisés afin de rendre les détenus plus faciles à gérer et moins à risque de poser des actes jugés répréhensibles sur le plan sécuritaire. Donc, des outils d'intervention et des expertises cliniques sont donc requis afin de rendre ces molécules disponibles et de les administrer, même si une telle utilisation dépasse largement le cadre d'utilisation pour lequel ces molécules-là avaient été approuvées au préalable. Ceci est particulièrement le cas lorsque les comportements à maîtriser, comme l'agitation, l'agressivité, les manifestations de la colère, sont rationalisés comme sous-tendant une pathologie psychiatrique particulière. Diagnostiqué ou non, pas besoin d'être diagnostiqué pour recevoir ce genre de molécules-là, ce qui permet de situer discursivement, en tout cas, les interventions pharmacologiques dans le registre du soin. En contexte de peine capitale, maintenant, le rôle infirmier peut également être constitué comme étant thérapeutique et protecteur. Ici aussi, il y a des risques qu'on va chercher à éviter. Il y a eu de nombreux cas d'exécution ratées au fil des ans. Il y en a encore eu récemment, au cours desquels les veines, par exemple, des condamnés étaient devenues non patentes, les canules étaient mal insérées, le cocktail qui devait être administré avait été mal dosé ou bien avait précipité. Il y avait une mauvaise irrigation entre chaque substance. Donc, il y avait une précipitation du substrat qui avait en fait entraîné des délais très, très importants au niveau de la mort du condamné. Dans certains cas, ça avait doublé et même triplé le temps nécessaire pour que le cœur cesse de battre. Et puis, évidemment, ça veut dire que ça avait doublé et triplé l'agonie du condamné en causant des douleurs et des souffrances intenses, de l'inflammation et de l'asphyxie. Les infirmières peuvent être sommées d'insérer les canules dans les bras des détenus, surveiller les moniteurs cardiaques, surveiller les moniteurs cérébraux, assurer la préparation et le dosage des substances à injecter, préparer un montant approprié de solution saline pour irriguer les veines entre chaque médicament. Il y a 3 médicaments à administrer dans le cas de l'injection létale. Et entre chaque médicament, il faut accorder un certain temps puis irriguer la veine avant d'administrer le suivant. Donc, les infirmières semblent tout indiquées pour accomplir ce travail-là. Elles peuvent également fournir du counseling aux détenus dans les moments précédant l'exécution. Et donc, dans ce sens, le personnel infirmier qui participe à un tel processus peut être constitué comme étant important, comme étant essentiel même, parce qu'il est moins à risque de faire des erreurs qui risquent de compromettre le processus d'exécution. Il importe peu que la finalité du processus est finalement la mise à mort d'une personne, ce qui est explicitement contraire aux normes professionnelles des infirmières. Mais ce qui est mis de l'avant est plutôt le rôle que peuvent jouer les infirmières afin d'épargner aux condamnés une mort indigne, souffrante ou inhumaine. Si on regarde maintenant le contexte du gavage certains détenus de Guantanamo, le personnel infirmier peut être impliqué à ce niveau-là. Donc, il faut savoir que lors de cette procédure, les détenus sont contentionnés à une chaise. Ils sont attachés à une chaise de détention. Un tube nasogastrique doit être inséré par une narine dans l'estomac du détenu et un supplément nutritionnel va être administré via le tube nasogastrique. Le tube est ensuite retiré, la personne peut partir, il va devoir revenir plus tard, réattacher, réinsérer, resupplémenter et ainsi de suite. Et ça peut se faire quelques fois par jour.
Des infirmières militaires sont habituellement chargées de cette procédure, qui est communément décrite comme permettant de sauver la vie de détenus supposément suicidaires, ou bien s'adonnant à des comportements autodestructeurs. C'est intéressant de noter que dans chacun des 3 contextes évoqués ici, les soins infirmiers psychiatriques correctionnels, l'exécution capitale et le gavage de grévistes de la faim, les enjeux liés au contrôle et l'ordre plutôt qu'à la maladie ou des affections quelconques sont réellement au centre des interventions puis des préoccupations. Les activités de soins répondent à des impératifs étroits, très spécifiques, axés sur la sécurité, et les risques, plusieurs risques, sont souvent évoqués comme exposant les détenus à des blessures ou toutes sortes d'autres préjudices. Le personnel impliqué dans la peine capitale, par exemple, assure une mort rapide et efficace, exemple de douleur et d'agonie. Le personnel infirmier militaire est décrit comme protégeant la santé, le bien-être et la vie des grévistes de la faim, en assurant une procédure qui comporte elle-même des risques, par exemple des risques d'aspiration, des risques de perforation de l'œsophage. Et au-delà des finalités des interventions, c'est leur aspect technique, finalement, qui est accentué, qui fait du personnel infirmier un exécutant tout désigné. Il faut concevoir toutefois qu'il y a d'autres risques qui sont à l'œuvre dans ces contextes-là. Les risques aux institutions elles-mêmes doivent eux-mêmes être gérés. Par exemple, des scandales ont éclaté dans la foulée desquels ces institutions ont fait l'objet de critiques virulentes de groupes d'experts et d'organismes de défense des droits des personnes. Ils ont fait l'objet d'investigations et, dans certains cas, de poursuites. Les professionnels de la santé œuvrant dans ces contextes voient donc leur responsabilité aller bien au-delà du récipiendaire de soins et s'étendre aux institutions elles-mêmes. Et donc, ils se voient instrumentalisés dans la protection des intérêts et de l'image des institutions. La légalité des interventions qui sont décrites ici a été largement critiquée par de nombreux académiciens, de nombreux experts en droits humains, de nombreuses organisations professionnelles. Les lois, les codes d'éthique et d'autres textes faisant figure d'autorité servent à protéger les citoyens contre des pratiques abusives et arbitraires. Et dans le cas des ordres professionnels, c'est leur rôle premier. En réglementant les professions, elles ne sont pas là pour protéger les professions, elles sont là pour protéger le public. C'est leur rôle premier. Plusieurs droits sont ainsi assurés. Le droit à la vie, l'autodétermination, l'inviolabilité des personnes qui vont venir en contact avec les professionnels puis qui vont recevoir leurs services. Par exemple, au Canada, l'utilisation de psychotropes à des fins de sédation, communément appelée la contention chimique, est interdite si elle ne fait pas partie intégrante d'un traitement légitime. Par ailleurs, dans les principes pour la protection des personnes avec un trouble mental et pour l'amélioration des soins de santé mentale de l'ONU, ça c'est quelque chose qui avait été mis en 1991. Le principe 10.1 prévoyait que les médicaments ne peuvent jamais être utilisés autres qu'à des fins thérapeutiques ou diagnostiques et ne doivent jamais être administrés dans un but punitif ou pour accommoder d'autres personnes. Dans un contexte de soins psychiatriques correctionnels, les droits des patients sont limités par des intérêts institutionnels ou étatiques et le personnel infirmier est positionné à l'interface de ces impératifs. Tous les ordres professionnels ont développé des codes de déontologie, des normes de pratique et des énoncés de position qui balisent les attitudes et les comportements qu'ils attendent de leurs membres. Ces textes prévoient également que des personnes compétentes et informées ont le droit de refuser des interventions et ne peuvent être soumises à des traitements contre leur gré, notamment par le biais de médicaments ou de suppléments. Ces organisations interdisent également à leurs membres de participer de manière directe ou indirecte à des activités pouvant causer des torts ou pouvant causer la mort. Et elles prohibent également l'implication de leurs membres dans des procédures de peine capitale. Donc, l'American Nurses Association a un énoncé de position qui est très, très clair à ce sujet. Ces textes, toutefois, n'abordent pas les questions épineuses de l'obéissance attendue de professionnels de la santé dans certains contextes, de l'obéissance envers l'employeur. Ces textes-là ne sont pas non plus contraignants sur le plan juridique. En contexte de double loyauté, ils peuvent offrir des directives qui sont en fait assez limitées et des protections qui sont très limitées pour le personnel soignant. Par exemple, London note que les obligations éthiques des professionnels de la santé envers leurs patients sont habituellement assez vagues et peuvent être même parfois ambiguës, comparativement aux obligations de ces professionnels envers leur employeur. Par ailleurs, Reyes et ses collègues soulignent le fait que des autorités correctionnelles n'ont aucune obligation éthique au regard des principes d'autonomie et tout particulièrement de l'autonomie des professionnels de la santé qui travaillent entre ces murs. On peut donc concevoir dans quelle mesure des objectifs institutionnels peuvent évincer assez facilement l'éthique professionnelle. La loi est contraignante, elle, mais elle peut aussi faire obstacle à des pratiques prévues par les ordres professionnels. Par exemple, dans une décision historique rendue en 1990 dans le cas Washington contre Harper, qui traitait de la question de l'administration involontaire de psychotropes et de la protection des détenus contre des traitements invasifs, la Cour suprême des États-Unis statuait que l'expertise des administrateurs de la prison, qui connaissent les besoins et les dangers de la prison elle-même, en fait, donne l'avantage
un avantage substantiel en faveur de protection réduite pour le patient, pour le détenu. Des chercheurs ont commenté le fait que, en fait, ce standard, finalement, est très facile à satisfaire, notamment lorsque des administrateurs pénitentiaires estiment qu'une procédure est nécessaire pour la protection d'autrui et lorsque, finalement, la question de la sécurité devient, la définition de la sécurité devient tellement large que, finalement, elle devient extrêmement permissive. Des lois peuvent permettre certaines pratiques, mais elles peuvent explicitement les prescrire et les obliger. Par exemple, en contexte d'injection létale, plusieurs États américains requièrent la présence de personnel soignant pendant les exécutions. Des juges, par exemple, ont permis des exécutions dans la mesure où du personnel infirmier et médical était impliqué dans l'exécution qui était prévue. Des infirmières, des médecins aussi, peuvent donc se trouver pris avec des mandats contradictoires. Plusieurs professionnels refusent de participer à des exécutions par peur de discipline professionnelle ou par peur de perdre leur permis de pratique. Toutefois, la majorité des États ont mis en place des lois qui facilitent l'implication de professionnels, par exemple en interdisant la révélation ou la publication de l'identité des professionnels qui vont être impliqués dans le processus d'exécution. D'autres États, comme le Missouri et la Caroline du Nord, par exemple, ont des lois qui empêchent les ordres professionnels de discipliner un membre qui participe à une exécution. Donc, les ordres peuvent se trouver très limités dans leur capacité à réglementer ce type de pratique et à protéger les intérêts des personnes qui vont être sujettes à leurs interventions. En contexte de gavage et de grévistes de la faim, des lois, ou plutôt l'absence supposée de lois, semble avoir permis de créer un vide juridique pour les professionnels de la santé. Donc, l'Association médicale mondiale, par exemple, a dénoncé à plusieurs reprises que le gavage de prisonniers compétents, en fait, était prohibé, était à interdire et, en fait, était assimilable à un acte de torture. Et ça, il y a d'autres organismes qui avaient émis des avis semblables, dont le Conseil international des infirmières. La déclaration de Mal de 2006 est également très explicite à ce sujet. Toutefois, en 2013, donc très, très récemment, un haut responsable de l'administration Obama déclarait que l'Association médicale mondiale était une organisation privée et que cette prise de position ne créait aucune obligation pour les États. Ce haut responsable estimait également qu'aucune loi internationale ne prévoyait de laisser des détenus mourir de faim ou de les laisser se faire du mal. Il y a également cette absence supposée de loi ou d'obligation légale a été évoquée de différentes façons par au fil du temps, pas juste par des hauts responsables de l'administration Obama, mais largement sous l'administration Bush également. Et pourtant, l'article 3 des Conventions de Genève, l'article 1 de la Convention de l'ONU contre la torture, le 8e amendement, la Constitution américaine, la section 1003 du US Detainee Treatment Act, semblerait être capable de fournir les balises légales suffisantes pour l'élimination du gavage des détenus de Guantanamo. Cette pratique, évidemment, peut être maintenue, et elle l'a été, si elle est discursivement construite et comprise comme protégeant des intérêts de sécurité nationale, si le détenu est reconduit comme étant quelqu'un qui échappe à la portée des conventions de Genève, ce qui a été largement fait aussi. Et donc, des intérêts nationaux collectifs peuvent facilement être élevés au-dessus d'intérêts individuels. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. D'ailleurs, si on regarde de plus près comment la santé publique fonctionne, elle fonctionne exactement sur le même principe. Donc, apparemment, le détenu, dans le cas, par exemple, du gavage, peu importe le fait que le détenu n'a en fait aucun intérêt à mourir. Peu importe le fait que son comportement n'a aucun fondement clinique, mais constitue un acte politique à part entière, et qu'en ce sens, il n'y a pas intérêt à mourir, parce que le plus longtemps il reste en vie, le plus longtemps il est capable d'attirer de l'attention sur ce qu'il dénonce, il est capable d'attirer de l'intérêt et il est capable d'attirer du soutien également. Un gréviste n'est donc absolument pas suicidaire, mais afin de rendre des interventions de prise en charge légitimes, il doit être présenté comme tel pour que finalement une intervention comme le gavage s'en trouve justifiée sur une base à la fois clinique, thérapeutique et humanitaire. Le personnel infirmier devient un instrument clé dans ce processus, dans l'application d'une procédure qui est hautement intrusive, restrictive, douloureuse d'ailleurs, qui répond à des impératifs et des intérêts étatiques plutôt que des besoins de santé à proprement parler. Les contradictions légales et professionnelles identifiées ici doivent être résolues pour qu'un membre du personnel infirmier puisse accomplir des interventions contraires à ses normes et son mandat professionnel. Quand je dis que du personnel infirmier participe à ce type d'intervention, il le fait en toute connaissance de cause, mais il ne le fait pas avec des intentions qui sont malignes ou des intentions qui sont malfaisantes.
il y a une intention qui est authentique, qui est sincère dans la prise en charge de ces personnes-là, et afin d'assurer leur bien-être, leur sécurité, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est de regarder quels principes, quels arguments sont mobilisés pour être capable de réconcilier des finalités qui, finalement, sont assez opposées. Donc, par exemple, le fait de recadrer des interventions contentieuses en termes éthiques permet de neutraliser la controverse et de réconcilier des obligations inhérentes à une loyauté double, tout en préservant un sens du soi. Parce que pour beaucoup de personnels infirmiers, et puis ça, ma propre recherche le met largement en valeur, à un moment donné, quand tu reçois des mandats contradictoires, il faut que tu deviennes confortable avec ce qu'on te demande de faire. Il y a un moyen de rationaliser ça et finalement, ça diminue énormément toute forme de dissonance cognitive que tu pourrais ressentir face à ces contradictions-là qui sont constamment inhérentes au milieu de travail. La littérature infirmière, je l'ai beaucoup regardée. Et puis, les écrits actuels, les écrits scientifiques, les écrits professionnels, beaucoup, de manière surprenante, et puis évidemment des politiques institutionnelles, discutent de soins en contexte de détention en termes habituellement qui sont purement techniques. Ces textes s'engagent peu ou pas dans l'aspect politique des soins prodigués dans ces types de contextes, très peu abordent ou reconnaissent les questions de double allégeance en tant que médiatrice puissante des pratiques infirmières. Et ce qu'on note plutôt, ça va être la manière dont des principes éthiques et professionnels, et même légaux, peuvent être mobilisés dans la rationalisation et la prescription même de pratiques qui ne répondent pas aux normes établies par les ordres réglementaires. Wassial désigne comme recadrage discursif la pratique selon laquelle des qualifications en apparence neutres, des désignations qui semblent neutres, sont utilisées pour caractériser des questions contentieuses. Par exemple, une médication forcée et l'isolation deviennent des traitements. Le grévisme de la faim devient un risque suicidaire. Le gavage est décrit comme une assistance nutritionnelle. Donc, des termes qui vont beaucoup moins, qui semblent se débarrasser d'une certaine charge émotionnelle. Une analyse politique plus poussée mettra en lumière le fait que ces termes, en fait, ont évidemment rien de neutre. Pourtant, Wassial met en lumière dans quelle mesure des recadrages discursifs de cette sorte permettent de changer, et parfois même de permuter la manière dont des principes de non-malfaisance, par exemple, peuvent être mobilisés pour fournir une justification légale à des pratiques abusives. En ce sens, des besoins institutionnels peuvent facilement être réarticulés dans un registre clinique. Par exemple, à Guantanamo, les grèves de la faim attirent trop d'attention, surtout si elles impliquent un grand nombre de détenus, comme c'était arrivé il y a quelques années. Elles exposent des conditions de détention abusives, elles rappellent l'illégalité de la prison elle-même, de cette prison-là, et de manière plus large, elles soulignent l'échec général de la guerre contre le terrorisme. Tel qu'évoqué précédemment, l'implication de personnel infirmier ou médical est une approche hautement stratégique pour diffuser le caractère politique des grèves de la faim. Elle permet de redéfinir le détenu comme un risque suicidaire et d'appliquer une procédure très précise. Mais c'est intéressant de noter que les grévistes de la faim de Guantanamo ne sont pas pris en charge de la même manière que les autres risques suicidaires. Par exemple, il y a des manuels et des procédures qui sont des protocoles qui existent, qui sont très, très précis dans la manière dont les risques suicidaires, les suicidal risks, doivent être pris en charge. Et les grévistes de la faim, eux, ne sont pas soumis à ce protocole-là. Par exemple, ils ne sont pas placés sur un protocole de surveillance suicidaire. Le gavage est habituellement initié bien avant que des problèmes de santé surviennent. Des contentions sont utilisées. Et le tube nasogastrique n'est pas laissé en place entre chaque gavage. Il va être retiré et réinséré à chaque fois, comme j'ai mentionné tout à l'heure, ce qui évidemment cause beaucoup d'inconfort et de la douleur. Et puis qui augmente les risques à chaque fois, évidemment, de la procédure elle-même. Donc, contrairement aux affirmations des responsables de la prison, le gavage des grévistes ne suit pas la procédure normale du Bureau des prisons du ministère de la Justice américain. Et malgré le fait que le mythe du grévisme suicidaire a été démantelé, le discours demeure qui présente le détenu comme un danger irrationnel pour lui-même et qui a besoin d'une prise en charge formelle. Donc, encore une fois, je ne mets pas en doute les bonnes intentions de la grosse majorité du personnel soignant qui est impliqué dans ce type de pratique, mais les arguments présentés à la défense de ces pratiques sont largement prévisibles. Par exemple, du personnel infirmier et médical militaire a défendu le gavage comme une pratique issue d'une préoccupation sincère au regard du bien-être des détenus grévistes, qui risquent de connaître des douleurs et des souffrances intolérables si la grève se poursuit trop longtemps et dont l'état mental requiert une attention urgente. De même, des auteurs en sciences infirmières suggèrent qu'il serait immoral pour du personnel infirmier de ne pas s'impliquer dans des exécutions capitales à la lumière des souffrances vécues par des condamnés à mort lors d'exécutions ratées.
Par exemple, Johnson, un infirmier anesthésiste, suggère qu'en se retirant des procédures d'exécution, le personnel infirmier et les autres professionnels eux-mêmes forcent la délégation d'actes techniques à du personnel peu ou pas qualifié, ce qui peut résulter en une mort inhumaine et indigne. La commission floridienne, dont je parlais tout à l'heure, a aussi noté dans quelle mesure la non-participation de personnel soignant dans l'élaboration de procédures d'exécution empêche l'identification et la mise en place des meilleures pratiques. De même, en milieu psychiatrique correctionnel, il a été avancé par des administrateurs et par du personnel infirmier lui-même que l'administration contre le gré des détenus, l'administration psychotrope contre leur gré, permettait d'assurer le calme et la sécurité du milieu. Et en fait, ça permettait d'éviter des représailles de la part d'autres détenus, des représailles de la part du personnel correctionnel lui-même. Et donc, sous cette forme, une telle administration psychotrope fournissait une protection contre les rigueurs de l'environnement carcéral. Mes propres recherches dans les prisons au Canada, en France et en Australie révèlent aussi que pour le personnel infirmier, l'administration de médicaments, qui se fait souvent à la demande d'agents correctionnels ou d'administrateurs pénitentiaires, en dehors d'une nécessité clinique, permet de cultiver des relations de travail courtoises avec le personnel pénitentiaire et d'ainsi assurer sa propre sécurité et sa capacité à travailler, puisque le personnel infirmier est largement dépendant des officiers pour pouvoir accomplir ses fonctions. Donc ça, bien entendu, ça ajoute une couche de complexité supplémentaire aux questions de loyauté multiples auxquelles sont sujets les membres du personnel infirmier. Loyauté envers le patient, loyauté envers l'institution. Puis en fait, on peut se questionner à savoir une loyauté envers soi-même pour assurer sa propre sécurité dans un milieu où est-ce qu'on est largement dépendant d'un autre corps de métier. Les questions de sécurité individuelle et collective sont centrales au raisonnement offert et ils résonnent particulièrement lorsqu'ils sont mobilisés face à des populations considérées comme étant les plus dangereuses, les délinquants malades mentaux, les criminels condamnés à mort, les terroristes. Ces différents contextes mettent en lumière les mandats doubles des membres du personnel infirmier qui sont investis de fonctions de soins et d'ordre. Et ces contextes sont également caractérisés par des hiérarchies et des lignes de commandement assez rigides qui gouvernent et qui codent et qui cristallisent les obligations du personnel infirmier envers l'institution et finalement envers l'État lui-même. Des lignes qui sont d'ailleurs très peu abordées par les directives des ordres professionnels, qui sont absolument pas abordées dans les codes de déontologie. Et donc, finalement, les membres du personnel infirmier sont pas très outillés, sont pas très équipés pour contourner ou outrepasser ces lignes hiérarchiques. En fait, ce qu'on note, c'est que à partir du moment où est-ce qu'un membre du personnel infirmier a posé un acte répréhensible, même si il se retrouvait forcé à le faire par l'institution, l'ordre professionnel n'offre absolument aucune protection envers le membre en question, qui va être soumis à une discipline de la part de son collège. Donc, finalement, la seule position tenable revient précisément à mobiliser des normes professionnelles, éthiques, légales, afin de justifier des pratiques abusives. Par exemple, les arguments présentés il y a un instant gravitent typiquement autour des principes bioéthiques de bienfaisance et de non-malfaisance, qui permettent, en apparence du moins, de neutraliser une impasse morale et juridique. Des valeurs ou des obligations conflictuelles qui émergent en contexte de double allégeance peuvent également être aplanies si des finalités de divergence sont discursivement élargies, réconciliées et harmonisées pour donner l'impression de ne faire qu'une, la finalité du soin, soin avec un grand S. Se trouve ainsi créée une impression de « tout le monde y gagne », incluant le détenu, et en focalisant leurs arguments sur des aspects très techniques ou bien sur la sphère restreinte, intime, privilégiée, éthique de la relation infirmière-patient, les infirmières évitent des discussions très, très chargées sur le plan politique, au regard de certaines de leurs pratiques et aussi au regard de questions sociopolitiques beaucoup plus larges, contribuant du coup à la création d'explications qui sont idéalisées, hygiéniques, dénuées de contenu politique et historique. Reyes et ses collègues soulignent dans quelle mesure le personnel soignant devient responsable de fournir des solutions médicales, cliniques et même biologiques à des problèmes politiques. Leur commentaire, qui était émis d'ailleurs en 2013, donc encore une fois quelque chose d'assez récent, touchait spécifiquement au contexte du gavage des grévistes de la faim à Guantanamo, mais pour moi, il peut s'étendre également au contexte d'utilisation des contentions chimiques et la mise en œuvre de la peine capitale, parce que ces contextes touchent aussi à la prise en charge sociale et politique d'individus qui posent un problème à l'État et à ses institutions. La pratique experte technique du personnel soignant permet de recadrer des problèmes politiques en termes cliniques et contribue à passer outre les échecs des systèmes actuels de détention.
L'implication du personnel soignant est valorisée dans la mesure où il permet de gérer des risques sociaux et politiques sous le couvert d'activités de santé et contribue à créer une perception de respect et d'observation de droits humains et constitutionnels. Il aide à éviter d'aborder les enjeux politiques inhérents aux questions de ségrégation, enfermement, contrôle et, dans le cas de la peine capitale, de l'élimination de certains individus jugés à risque, dangereux et souvent considérés comme abjects. D'un point de vue institutionnel, le personnel infirmier projette une image qui est souvent rassurante, désintéressée, apolitique, une image qui peut être cooptée et utilisée comme levier. Ceci peut se faire de façon très inconsciente ou involontaire, mais il faut se rappeler que cette stratégie peut faire partie intégrante d'une approche stratégique visant à préserver des intérêts ou une image particulière. À titre d'exemple, en 2009, il y avait la nutritionniste en chef de l'armée américaine, Cindy Patton, qui proposait que les soins aux détenus constituent une mission stratégique et qu'ils permettent de projeter une image positive permettant aux États-Unis de réaliser ces objectifs stratégiques. Elle citait notamment un manuel opérationnel, le manuel 324, Counterinsurgency, qui promeut la publicisation des soins aux détenus, car le plus grand rôle de ces soins, selon elle, pourrait bien se jouer en tant qu'instrument d'information du pouvoir national américain. Les soins bénéficient donc bien plus que le seul individu. La diffusion d'images positives au regard des traitements à l'égard des détenus fait partie intégrante d'un programme de communication stratégique. Donc, les détenus dont je discute ici, encore une fois, donc, des prisonniers en milieu psychiatrique correctionnel, des prisonniers, des condamnés à mort, et bien des personnes qui sont des présumés terroristes, constituent des populations qui sont hautement marginalisées, qui représentent certains risques, des risques qui ont été contestés de différentes façons, mais qui sont aussi largement perpétués par les discours dominants. Et donc, des risques, au final, qui doivent être gérés de façon attentive et stratégique. La manière dont les infirmières sont mobilisées dans ces stratégies de gestion de risque, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont, justement, les interventions infirmières, malgré le contenu, l'image, le contenu qui semble apolitique, qui semble dénué de parti pris, comment, en fait, ça peut contribuer à accentuer la marginalisation, les processus d'altération qui sont à l'œuvre à travers ces types d'institutions-là, alors que les infirmières sont socialisées pour promouvoir les intérêts des patients, pour défendre leurs droits, défendre leurs intérêts. C'est facile pour des infirmières, finalement, de se retrouver dans des contextes où est-ce qu'elles se retrouvent non pas simplement à concentrer leurs interventions puis leur défense, leur militantisme, dans certains cas, envers les patients, mais envers les institutions elles-mêmes. Donc, finalement, les infirmières prennent soin des détenus, mais au final, elles prennent soin des institutions également. Et d'une façon qui a permis d'aplanir, en apparence du moins, des tensions qui sont légales, des tensions qui sont juridiques, des tensions qui sont morales et des tensions qui sont, bien entendu, politiques. Le problème de la double allégeance, finalement, peut-être qu'il devient un non-problème. Peut-être que la double allégeance peut être facilement aplanie, peut facilement être neutralisée, dépolitisée. Les intérêts des patients, les intérêts des institutions se trouvent finalement à converger sur le plan discursif. L'expertise technique, l'expertise technique, rationnelle, instrumentale du personnel infirmier est un outil important dans ce processus-là. Et alors que le personnel continue à s'accrocher à cette image très positive que le public a d'elle-même, il y a un besoin de faire un examen critique de ce type de pratique-là. Il y a besoin de faire un examen critique de la manière dont la pratique infirmière est une pratique entièrement politique. C'est un terme que la profession infirmière a tendance à vouloir éviter, à ne pas vouloir s'engager dans ce type de discussion-là, parce que pour beaucoup d'infirmières, ça devient quelque chose d'extrêmement menaçant, d'être capable de s'engager dans ce type de discussion. Je peux vous dire que pour avoir émis ce genre de propos-là, j'ai été largement fustigée là, pour avoir osé dire du mal d'infirmières qui finalement avaient à bien et avaient à cœur les intérêts de leurs patients. Et pour moi, c'est quelque chose qui fait partie du problème. Quand on a un prisonnier qui devient un patient, les relations qui prennent place entre le personnel infirmier et les patients, les prisonniers, n'a pas grand-chose à voir avec le soin, finalement. Finalement, ça devient une relation qui est axée sur des dynamiques de pouvoir qu'on a besoin d'être capable de mettre en lumière puis qu'on a besoin d'être capable d'analyser.
ce que, de façon générale, la profession infirmière n'est absolument pas prête à faire. Simplement utiliser le mot pouvoir en nursing, c'est quelque chose de... ça se fait quasiment pas, là. Donc, les infirmières ne sont pas ont tendance à se voir comme des entités qui sont détachées de ces institutions-là, comme des entités qui ne sont pas soumises à ce genre d'impératifs, à ces dynamiques-là. Et pourtant, c'est peut-être ça, justement, qui facilite le point auquel elles sont capables de perpétuer, en fait, des intérêts institutionnels qui n'ont absolument rien à voir avec le soin. Et en fait, comment elles contribuent à la perpétuation de pratiques abusives. Donc, c'est quelque chose, puis je termine là-dessus, c'est un de mes projets de longue date pour moi de mettre en lumière ces aspects politiques de façon beaucoup plus explicite. À savoir si parce que moi, une affaire qui me surprend, c'est que les ordres professionnels eux-mêmes ne sont pas prêts à s'engager dans ce type de discussion-là. Ils sont absolument pas prêts. Donc, puis déjà là, donc sur le plan, ils ont des énoncés de position qui disent non, le personnel infirmier ne doit pas participer à ça, ne doit pas faire ci, ne doit pas faire ça. Mais au-delà de ça, la discussion s'arrête. Et quand on leur demande des avis, quand on leur demande de prendre une position qui est beaucoup plus explicite, ils ne sont pas prêts à le faire. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de révélateur de voir que les discussions sont assez limitées quand on regarde ce genre de questions-là. Bon. Merci. Alors, merci pour ces propos importants et troublants à plusieurs égards. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a déjà une question qui lui brûle les lèvres pour lancer la période de questions. Oui? Moi, j'ai une question. Oui. Merci, c'était vraiment très, très intéressant. Je me demandais si vous pourriez décrire un petit peu le milieu clinique dans lequel ont lieu ces pratiques-là. Est-ce qu'il y a des éléments ou des mécanismes qui font en sorte que ça facilite ce type de dérapage? Est-ce qu'ils travaillent avec un médecin? Est-ce que c'est une relation hiérarchique qui fait en sorte qu'elles vont faire des pratiques qu'elles ne feraient pas dans d'autres milieux? C'est l'absence de collègues? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a le design des milieux eux-mêmes, l'organisation de l'environnement. Il y a l'organisation du travail, l'organisation des corps de métier. Donc, si on regarde, par exemple, la question des autres collègues, vous avez mentionné la question des médecins, fait que je vais aborder cette question-là tout de suite. 95% du travail que les infirmières font, c'est en dehors des ordres médicaux. C'est en dehors de prescriptions, c'est en dehors de directives de la part d'un médecin. C'est des interventions qui sont complètement autonomes. Donc, les infirmières, dans ce sens-là, ne répondent pas nécessairement à des ordres, par exemple, médicaux qui ont été émis qui sont contraires à. Une des grosses influences sur la pratique infirmière en milieu correctionnel, c'est la relation très étroite qu'elles ont avec les agents de correction. Donc, les infirmières et les agents de correction sont le personnel qui sont là 24 heures sur 24. Donc, en fait, ils ont un contact qui est très, très, très étroit, qui peut être bénéfique de certaines façons, mais qui peut être extrêmement toxique et malsain. Donc, qu'est-ce que je peux parler de mon expérience en termes de qu'est-ce que j'ai observé, puis c'est quelque chose qui est repris dans la littérature, que ça permet d'illustrer. C'est, par exemple, une unité de travail, une rangée cellulaire, où est-ce que, par exemple, on a un détenu qui perturbe. Il n'arrête pas de cogner sur ses barreaux, il crie. Un agent de correction arrive dans le poste infirmier. Lui, le maudit, je suis tannée de l'entendre. Donne-y une pilule, je veux plus, je suis tannée. Sinon, je vais y mettre mon poing d'en face. J'ai déjà entendu des agents de correction dire ça. Et donc, il y a des infirmières qui, évidemment, c'est un ordre direct, si on veut. Elles ne sont pas obligées d'obtempérer, bien entendu, parce qu'elles n'ont aucune obligation de répondre à ce type de commande. Elles n'ont pas d'obligation, mais en même temps, elles se retrouvent obligées. Il y a des infirmières qui se sont opposées à ce type d'influence et qui se sont fait répondre. Ben écoute, si tu n'es pas capable de faire ça pour le monde avec qui tu travailles, peut-être qu'à un moment donné, quand tu vas être dans le trouble, le monde avec qui tu travailles n'ira pas t'aider. Donc, par exemple, des infirmières qui doivent aller rencontrer des détenus, qui doivent aller aux cellules pour donner, par exemple, donner des soins ou bien pour faire un suivi avec un détenu, elles doivent être accompagnées d'un agent correctionnel, typiquement. Et donc, beaucoup d'infirmières me disaient, ça c'était dans le cadre de mes recherches, les infirmières me disaient, si je n'obéissais pas à sa commande, moi, après ça, quand je voulais aller rencontrer les détenus pour faire telle ou telle chose, les agents de correction s'étaient tous passé le mot, puis il n'y en a pas un qui voulait m'accompagner.
Donc là, je n'étais pas capable de faire mon travail. Il y a des infirmières qui s'étaient fait dire, tu sais, la prochaine fois qu'il y a un détenu qui va t'énerver, toi, puis qui va te faire des menaces ou bien qui va essayer de te pousser et tout ça, normalement, les agents de correction interviendraient tout de suite. Mais là, ils diraient, peut-être qu'on va mettre du temps à répondre. Peut-être qu'on va mettre du temps à venir te donner un coup de main. On pourrait être bien lent ce jour-là. Moi, je pense que ce jour-là, on serait bien occupé. Puis on ne pourrait pas tout de suite aller t'aider. Ils reçoivent des messages qui sont quand même assez clairs. Donc, finalement, elles ne sont pas obligées, bien entendu, d'obtempérer. Elles ne sont pas obligées, mais finalement, elles se retrouvent prises dans ce type de dynamique-là où est-ce qu'elles n'ont pas le gros bout du bâton. Absolument pas. Donc, il y a cet environnement-là qui est à l'œuvre. Ce n'est pas tous les agents de correction là, qui ont des agissements comme ça, mais j'en ai entendu assez, j'en ai vu assez aussi pour savoir que c'est une pratique qui peut être assez répandue. Puis ça, c'était pas juste au Canada, j'ai eu ça en France, j'ai eu ça en Australie, j'ai des collègues aux États-Unis, là, ça peut être quelque chose d'assez commun. Donc, au niveau de la structure des équipes en place, si on veut, il y a une obligation qui peut en venir à ça. Sur le plan et puis ça touche donc même la manière dont l'environnement lui-même est organisé. Le simple fait qu'une infirmière ne peut pas circuler comme elle veut dans ce milieu-là, déjà, ça la contraint à se soumettre à la bienveillance, finalement, d'un autre corps de métier qui, en fait, cet autre corps de métier n'a rien à voir avec les soins. Puis c'est un corps de métier qui peut faire beaucoup d'interférences avec les soins. Hey, ce patient-là, y a-t-il l'hépatite ou est-ce qu'il y a-t-il atteint du VIH? C'est confidentiel, ça fait partie du dossier. Oui, mais moi, je te demande ça pour ma protection. Si tu ne veux pas me protéger, bien là, je vais savoir que toi, dans le fond, tu es du côté des cochons, puis des bandits, puis des chiens. Il y a une infirmière qui s'était fait dire ça aussi. Puis une infirmière, par la suite, elle s'était fait vandaliser sa voiture à cause de ça. Donc, il y a des façons de passer des messages pour faire comprendre que tu as tout intérêt à obtempérer. Et puis, du point de vue d'un ordre professionnel, même si l'environnement dans lequel tu travailles t'amène dans cette situation où est-ce que tu n'as pas le choix, puis finalement, beaucoup d'infirmières se disent, bien dans le fond, c'est quoi le problème, là? C'est une pilule. Je vais lui donner la pilule parce que ça ne vaut pas la peine de se battre contre lui, ça ne vaut pas la peine de se battre contre ses chums parce qu'ils se passent le mot, hein, puis ils se tiennent les coudes. Ça ne vaut pas la peine de se battre contre tout le monde. Puis dans le fond, c'est vrai qu'il est dérangeant, puis là, les autres détenus commencent à se plaindre aussi. Fait que finalement, je vais lui donner la pilule, puis ça va régler la question. De ce point de vue-là, l'ordre professionnel ne donnerait aucun soutien à l'infirmière qui a cédé, si on veut, à ce type de pression-là. Ne donnerait absolument aucun soutien. De ce point de vue-là, la pratique infirmière ne répond pas aux normes professionnelles et donc serait sujette à une forme ou une autre de discipline. Donc, les balises ne sont pas suffisantes ça ne donne pas une protection particulière. Oui, oh. Oui, moi je me demandais, je sais qu'il y a des groupes d'utilisateurs ou de personnes qui utilisent ou subissent des soins psychiatriques de manière générale, hein, pas dans le milieu carcéral, qui soutiendraient que la même analyse, la même logique s'applique dans le milieu psychiatrique de manière générale lorsqu'il s'agit de soins non consensuels et qui diraient que c'est une question, oui, politique, dans la société, de contrôle de la population, contraire et face à l'autonomie de la personne. Et absolument. Est-ce que vous répondrez à ça? Je suis sûre qu'il n'y a pas la même complexité de plusieurs ordres professionnels qui se... En tout cas, non, là, je pense que la complexité demeure. Je pense que le problème qu'il y a avec on se retrouve encore dans des processus semblables avec des institutions qui ont des mandats qui sont très, très, très précis, qui sont axés sur l'identification de certaines formes de déviance ou d'anomalies, qui sont capables et qui sont très bien outillés pour les pathologiser et qui disposent d'outils pour les prendre en charge dans un registre clinique. La complexité demeure la même. Je pense que quand on regarde des contextes comme les prisons, il y a une complexité additionnelle du fait que les prisons sont des milieux qui sont très, très, très peu transparents. Les institutions psychiatriques, je ne dis pas qu'elles sont en pleine transparence non plus, là, absolument pas. Mais je pense qu'elles peuvent l'être un peu plus que les prisons. Et donc, je pense que ça... Parce que ça, le personnel infirmier m'en avait beaucoup parlé. Personnel infirmier, personnel médical, d'ailleurs, m'en avait beaucoup parlé. Où est-ce qu'il disait, il y a des gens qui se permettent des choses ici et ce ne serait jamais permis ça ailleurs. Donc, le fait d'être en prison, ça donne un cadre protecteur pour être capable de
perpétrer des actes abusifs, de les normaliser, et puis finalement de ne pas être inquiété après ça. Ça se passe aussi dans les milieux psychiatriques civils. Ça, je le sais, j'ai travaillé dans ces milieux-là, je le sais. Mais je pense que le fait que les milieux correctionnels soient des milieux qui sont encore plus fermés donne quelque chose de plus, donne une marge de manœuvre de plus à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a été dénoncé. Puis même les soins de longue durée, même, parlent de ce genre de pratique-là aussi. Hein. Puis c'est facile, c'est très facile. Il y a beaucoup de sortes d'institutions qui peuvent se prêter à ce genre d'analyse-là. Absolument. Ça ne se limite pas au milieu de détention. Absolument pas. Oui? Ma question, c'est de savoir, en tant que chercheuse, dans son domaine un peu, où l'éthique, disons, peut définir évidemment le résultat, c'est la personne en soi qui peut, disons, avoir un certain sens de jugement. Mais on voit que les résultats sont toujours un peu, évidemment, contraires à la politique actuelle, parce que les politiques semblent un peu décider, évidemment, du contrôle qu'il faut dans les milieux carcéraux et surtout aussi dans les maisons psychiatriques. Moi, je me demande, est-ce que la meilleure façon, ce serait, par exemple, de changer la législation ou bien de faire advocacy, ou bien faudrait-il encore compter toujours sur la bonne éthique des infirmiers? Bon, on peut compter sur la bonne éthique des infirmières. Oui, on peut compter dessus. Ça n'amènera pas nécessairement très loin. Ça dépend. J'ai rencontré des infirmières qui avaient un sens beaucoup plus aigu du politique et de l'advocacy, justement, qui ont payé très chèrement. Ça. Je connais des infirmières qui se sont fait agresser par exemple, des agents correctionnels qui n'étaient pas d'accord avec le fait qu'elles étaient trop infirmières, même si c'était leur rôle. Et puis, donc, j'ai rencontré ce type d'infirmières-là, puis j'ai rencontré des infirmières qui ne voulaient pas, se battre, puis qui ne voulaient pas créer de remous. On peut s'intéresser, moi, une affaire qui m'a intéressée, c'était, en regardant la manière dont le mandat de soins de ces unités de soins, donc des unités psychiatriques qui sont intégrées dans les prisons, en regardant la manière dont finalement ces unités-là deviennent subjuguées, deviennent sujettes au mandat beaucoup plus large de la prison, je me suis questionnée à savoir, il y a d'autres modèles qui existent et de quoi ça a l'air, puis c'est quoi l'impact sur le personnel infirmier. C'est à ce moment-là que moi, j'étais allée en France pour regarder comment est-ce qu'eux, ils avaient organisé certaines de leurs institutions carcérales. Et ce qu'on m'avait dit là-bas, c'est que depuis 1994, il y avait eu une loi, là, je ne me rappelle pas comment elle s'appelle, mais une loi qui avait effectivement créé une scission entre les administrations hospitalières et les administrations pénitentiaires. Donc, dans ce contexte-là, du personnel infirmier qui travaillait dans des hôpitaux était prêté aux prisons pour donner des soins aux détenus. Mais le personnel infirmier n'était pas redevable à la prison, il était redevable à l'hôpital. Donc, finalement, la structure administrative faisait en sorte, ça donnait une couche de protection au personnel infirmier qui était capable de se distancer beaucoup mieux, beaucoup plus de l'administration pénitentiaire qui, par le passé, avait des demandes envers le personnel qui étaient illicites. Donc, ça, c'était quelque chose qui nous avait beaucoup intéressé. D'ailleurs, j'ai un collègue et moi, on avait publié là-dessus. Est-ce que c'est un modèle qui pourrait être reproduit ici? Ben, dans le fond, pourquoi pas? C'est pas quelque chose non plus qui était idéal et parfait non plus, là, mais au moins, ça éliminait une certaine couche de complexité. Puis le personnel infirmier, surtout celui qui avait connu la période pré-94 et la période post-94, disait c'est incroyable la marge de manœuvre qu'on a maintenant, où est-ce qu'on est capable d'endosser notre rôle soignant beaucoup plus, plutôt que notre rôle correctionnel. Parce que finalement, en travaillant dans ces milieux-là, le personnel infirmier joue un rôle correctionnel au même titre qu'un rôle soignant. Puis d'ailleurs, au Canada, dans les institutions fédérales, c'est dans la description de tâches officielle du personnel infirmier, il est agent de soins, puis il est agent de la paix. Puis agent de la paix, bien, les agents de correction sont des agents de la paix. Donc finalement, le personnel infirmier se retrouve avec un mandat qui est double, largement contradictoire. Le service correctionnel ne s'intéresse pas de savoir comment les infirmières vont réconcilier ça. Mais justement, c'était cette articulation de ces mandats-là
En France, c'est comme ça qu'ils ont réussi à régler leurs problèmes et puis à essayer d'implanter un autre genre de modèle d'administration qui avait apporté beaucoup de bénéfices. Donc, c'est une piste de réflexion pour moi pour repenser, en fait, la manière dont les prises en charge de détenus vont se faire. Documentés ou ils sont seulement là pour agir à garder la paix justement à l'intérieur des cellules? Honnêtement, je pense que ça va dépendre des milieux. Je pense qu'il y a des milieux qui sont un peu plus ouverts à ça que d'autres. En principe, à partir du moment où est-ce que... Ça dépend à quel moment est-ce que le personnel infirmier va venir en contact avec une population détenue. Donc, il se peut qu'en cours d'incarcération, que ce soit une incarcération de 8 mois ou de 18 ans, ça se peut que le personnel infirmier va être en contact avec un détenu de façon ponctuelle et non pas nécessairement de façon chronique. Quand c'est des soins infirmiers psychiatriques, ça dépend aussi à quel moment cette interaction-là va prendre place. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'une fois que le détenu quitte l'unité psychiatrique, il va retourner ailleurs dans la prison. Donc, il n'est pas nécessairement en situation où est-ce qu'il va être libéré ou où est-ce qu'il peut y avoir encore plusieurs années devant lui de détention et le personnel infirmier n'aura pas nécessairement d'autres contacts autre que ce qu'il a eu avec lui. Donc, ça dépend à quel moment est-ce que le contact va se faire. Je pense qu'il y a des milieux qui peuvent être assez ouverts en termes de continuité. Puis le personnel infirmier me le disait. Moi, la façon que je vois mon rôle, j'ai un rôle à jouer au niveau des soins directs que j'ai à donner. Il y a une lacération, il y a des médicaments à donner, il est diabétique, il y a une prise en charge que j'ai besoin de faire, il est séropositif, etc. Donc, il voyait le rôle au niveau des soins physiques, mais il voyait également un rôle au niveau de la réadaptation et puis la réinsertion éventuelle, même si c'est quelque chose qui se faisait à long terme. Jusqu'à quel point est-ce que ça avait une portée au moment de la libération comme telle, je ne sais pas. Puis je pense que ça, c'est extrêmement inégal dans les milieux. Je ne pense pas qu'il y a vraiment de constance. Outre ce que les politiques peuvent en dire, parce qu'habituellement, oui, on consulte, tout ça. On consulte, mais on ne consulte pas nécessairement. Donc, je pense que ça va devenir quelque chose d'assez inégal et pas nécessairement quelque chose de prévisible. Oui? Oui, sur les méthodes létales, est-ce que le personnel infirmier participe à accentuer la mort dans le sens que vous avez entendu dire que ça a mal aidé les dernières institutions. Et vous inquiétez-vous que ça se passe mal, que c'est pas comme soulager le patient ou le condamné, que tout ça difficile, sa mort, que ça ne passe pas bien comme ça mort? L'implication de personnel soignant dans l'exécution capitale, elle a été, la façon dont elle est présentée, c'est vraiment pour des aspects très techniques. Pour certains aspects axés, par exemple, sur le counseling et tout ça, un détenu habituellement qui s'engage dans le couloir de la mort, c'est pas quelqu'un qui trépigne de joie. Hein. Habituellement, il y a énormément de détresse, d'anxiété, tout ça qui va être exprimé. Donc, le personnel infirmier peut jouer un rôle à ce niveau-là. Mais c'est surtout l'aspect technique de comment insérer les canules ou bien quels médicaments. On sait quels médicaments on donne, mais est-ce qu'ils sont bien dosés par rapport au poids du patient? Est-ce que tous les instruments sont en place? Est-ce que le site d'injection a été bien stérilisé et ainsi de suite? C'est vraiment ce genre d'aspects-là qui sont mis en valeur, si on veut, quand on regarde l'implication du personnel soignant dans l'exécution capitale. Il y en a qui disent, comme j'ai expliqué, il y en a qui disent, le personnel soignant, il faut absolument qu'il soit impliqué parce que s'il n'est pas impliqué, ça va mal se passer. Le problème, c'est qu'il y a des fois où est-ce que ça s'est mal passé puis il y avait du personnel soignant qui était impliqué. C'est arrivé aussi, ça. Mais il y a beaucoup d'exécutions ratées où est-ce que, par exemple, les procédures techniques avaient été effectuées non pas par du personnel soignant, mais par du personnel correctionnel, qui avait été formé un peu sur le tas et puis qui avait inséré les canules, parce qu'il n'y avait pas d'autres personnels, il n'y avait pas de personnel soignant qui avait voulu participer. Donc, dans ce contexte-là, c'était facile de dire, on a besoin de quelqu'un qui s'y connaît,
sur le plan technique. Et puis ça, en fait, c'est une bonne chose parce que ça va protéger la personne, puis ça va assurer une mort aussi efficace que possible, aussi rapide et aussi humanitaire, aussi humaine que possible. Donc, les inquiétudes, il y a des inquiétudes de part et d'autre. Il y a assez d'inquiétudes pour que les ordres professionnels ont interdit à leurs membres de participer. Mais il y a des professionnels eux-mêmes qui disent non, 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 il faut qu'on s'implique, il faut qu'on participe parce que c'est comme ça qu'on va respecter notre code de déontologie, puis c'est comme ça qu'on va réellement protéger nos patients. Puis c'est quelque chose qu'on peut observer assez souvent dans les écrits infirmiers où est-ce que la finalité globale n'est pas nécessairement examinée de façon critique. C'est le ici et maintenant. Et donc, ça, c'est suffisant pour justifier une pratique qui dans le plus grand portrait des choses, est en fait exactement contraire à ce qu'eux-mêmes ils sont en train d'avancer comme argument. Donc, puis c'est un débat qui n'est pas encore résolu. Les écrits dont je vous parlais tout à l'heure, il y en a qui s'échelonnent sur les années 90 jusqu'à tout récemment. Là. Donc, il y a encore beaucoup de professionnels qui continuent à croire que le personnel infirmier peut s'impliquer sur le plan technique, mais il peut s'impliquer aussi comme un service rendu à la société aussi. Ça, c'est un autre argument qui avait été avancé aussi. Pour le bien social, participe à l'élimination d'un individu qui cause du mal à la société. Il y en a qui ont avancé ça aussi comme argument. Sophie, oui? Oui. J'ai eu beaucoup de difficultés à partir, heureusement c'était vers la fin de votre présentation, à partir du moment où vous avez donné des exemples de collègues infirmières en milieu carcéral qui assument, fin de pratique, recevaient des menaces, certaines ont subi des agressions, peut-être pas physiques, mais sur leur voiture, bon, des choses comme ça. Et puis là, à partir de là, je n'étais même plus capable de rien entendre de ce que vous disiez, parce qu'évidemment, c'est venu me chercher, j'en reviens pas. J'en reviens pas, ça ne m'étonne pas non plus, outre mesure. Cela dit, on parle d'éthique, donc quand on parle d'éthique, de tout ça, on parle aussi, à quelque part, d'enchevêtrement de système de valeurs. Mais dans l'exemple, donc, ça peut être assez complexe. Puis là, on a parlé des différents ordres, ça. Je comprends. Mais dans l'exemple où il y aurait des infirmières ou des infirmières au milieu carcéral qui sont victimes de menaces, qui sont victimes d'agressions, que ce soit physiques, sur leur propre personne, que ce soit sur les objets qui leur appartiennent, on n'est plus dans les considérations éthiques, morales, je ne sais pas quoi. On est dans des actes criminels ici. Et je suis peut-être un peu naïve, et je réalise que je suis probablement extrêmement naïve, là. Mais je croyais que dans un milieu carcéral, l'idée c'était de replacer sur le bon chemin les criminels. Or, ce que vous me dites, c'est que, peut-être pas tous, mais une partie du système est lui-même un peu criminel, encourage un peu ce genre de tactique et de choses-là. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, l'infirmière ou l'infirmière qui s'arrive, je comprends qu'il est seul contre un système, là, mais est-ce qu'il n'y a pas à ce moment-là un levier? Est-ce qu'il ne peut pas se servir du droit, là, puis d'aller voir des criminalistes, puis d'aller voir des avocats, puis de dire, écoutez, de porter plainte, puis d'essayer de changer ça? Parce qu'en même temps, si ça se passe, si vous l'avez entendu quelquefois, c'est probablement que ça se passe plusieurs fois. Ah oui, absolument. Alors, absolument. à un moment donné, je comprends que c'est toujours le premier qui est difficile, mais à un moment donné, est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'amener ces causes-là? Non seulement sur la place publique, mais dans les tribunaux aussi. Bien, en fait, il y a d'abord la question là, de la criminalité du système. Alors, on sait que oui, il y a de ça. Il y avait des infirmières qui me disaient qu'elles étaient traitées elles-mêmes comme des criminels, puis elles devaient elles-mêmes, des fois, se soumettre à des fouilles et tout ça, des fouilles à nu, des fois, hein, quand c'était des agents hommes et des infirmières femmes, des fouilles à nu. C'est pour la sécurité, c'était facile à justifier comme ça. Et donc, elles étaient elles-mêmes traitées comme des criminels, mais elles observaient certains agents de correction, pas tous, mais s'en prenait juste un ou deux pour venir perturber ces infirmières-là, qui s'adonnaient eux-mêmes, par exemple, à des formes de trafic dans la prison, ou bien qui passaient sous silence le fait qu'il y avait des prisonniers qui étaient admis sur une unité le temps qu'ils tabassent quelqu'un, puis ensuite ils étaient transférés d'unité. Donc il y avait des codes d'honneur qui étaient facilités parfois par certains agents de correction. Donc la question de la criminalité du système, elle est là. Il y a des infirmières qui ont essayé de dénoncer ça. Le problème, c'est que les premières
il y a différents problèmes. Un des problèmes, c'est le fait que, habituellement, quand on va se plaindre des agissements de quelqu'un, on va aller se plaindre à son employeur. Habituellement, il y a des mécanismes en place, il y a des instances où on va aller voir son gestionnaire, on va aller voir le gestionnaire du gestionnaire. Le problème, c'est qu'il y a des infirmières qui m'ont dit, moi, j'ai essayé de porter plainte, puis laisse-moi dire que j'ai payé cher. Puis là, maintenant, je me ferme la gueule parce que j'ai reçu des menaces. J'avais reçu des menaces sur des lettres glissées dans son casier. Toi, t'es mieux de fermer ta gueule. La prochaine fois, ça, c'est le seul avertissement qu'on te donne. La prochaine fois, ça va aller mal. Il y en a qui recevaient des messages comme ça. Donc, il y avait les infirmières, elles n'étaient pas capables de sentir qu'elles avaient quelqu'un à qui elles pouvaient aller parler de ça. Il y a beaucoup d'infirmières qui avaient qui ressentaient énormément de détresse morale face à ce genre de... Quand elles observaient ce genre de choses-là. Il y a des infirmières qui sont parties. Il y a des infirmières qui ont fait des burn-out. Il y a un roulement... une institution où est-ce que je suis allée, il y avait un roulement élevé de personnel infirmier. Il y en a à qui j'avais demandé c'était quoi les ressources qui étaient disponibles pour elles. Il y en a qui m'avaient dit « Ah, ben c'est sûr que je peux aller voir mon programme d'aide aux employés. Tu penses que je vais aller leur parler? » Tu penses que je vais aller leur parler de ça? Tu penses qu'ils font partie de l'institution? À un moment donné, le tout finit par se savoir. C'est un milieu qui est très fermé. Donc, elles n'avaient aucunement confiance dans les instances qui étaient supposées être là pour elles. Ce qu'il faut savoir aussi, puis ça, c'est quelque chose qui n'est jamais abordé dans les écrits. C'est jamais abordé dans les écrits. C'est, encore une fois, par rapport à ce que je mentionnais tantôt à madame, c'est la proximité de certains corps de métier. La majorité des agents de correction, c'est des hommes. La majorité du personnel infirmier, c'est des femmes. Il y en a beaucoup, ils sont en couple. Et donc, à ce moment-là, bien là, ça devient difficile d'aller stouler le chum de ton mari ou bien de ton conjoint. Donc, ça, ce n'était pas nécessairement une voie dans laquelle tu voulais aller non plus. Donc, il y avait plusieurs éléments qui viennent pour contraindre la capacité du personnel à dénoncer.